Ouh. Tac. Autoriser. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour tout Alors, le monde. on vous a coupé les micros. Vous ne pouvez pas nous dire bonjour, mais on sait que ça vient du cœur et que vous êtes content et que vous nous dites bonjour. Alors, qui c'est qui s'occupe d'autoriser tout le monde? C'est Charlotte? Oui. Ok. Moi, ça me fait En un même petit temps, il y a bruit le à chaque chat fois. sur le côté sur lequel vous pouvez mettre des petits mots, des petits messages au Des gré petits de ce bonjours. webinaire. Voilà. Conversation. Voilà, je vais la faire apparaître. Eh ben, écoutez, il est 11h01 chez vous et nous sommes déjà 31 participants, bon, sur 77 inscrits, mais bien évidemment, un vendredi à 11h, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent et puis qui oublient. C'est pas grave, on leur enverra le replay. Mais en tout cas, on voulait vous remercier pour ceux qui sont là et qui se sont bien connectés. On a le plaisir aujourd'hui, en fait, de lancer notre premier webinaire du studio Koblenz, puisque, en fait, depuis bientôt 20 ans maintenant, on fait de la veille sur les OP promos, on fait de la veille sur les sorties ciné, on fait de la veille sur les séries à venir, on fait de la veille sur la distribution et les différents marchés internationaux. On essaye de s'instruire et de se cultiver sur tout ce qui est important sur l'industrie du licensing et au-delà, bien évidemment, puisque le licensing, c'est une toute petite partie d'un écosystème de consommation, de marketing et de distribution retail. Et on a décidé, en fait, de partager tout ça un petit peu avec vous. Et en cette fin d'année, pardon, on a sélectionné, chacune de nous quatre, des infos qui nous ont plu, qu'on a trouvé sympas. Et coucou Patrick, non, Stéphane, je vois une caméra. Des infos qu'on a trouvées sympas, originales, différentes et innovantes. Et on s'est dit qu'on allait les partager avec vous. Mais ça nous a permis aussi de lancer officiellement une activité que nous faisons depuis très longtemps, qui est finalement être une agence de com. Alors, si la régie peut changer la dia. Oui, tout à fait. Voilà. Yeah, ça y est. Oui, donc ça fait 20 ans quasiment qu'on fait, on est assimilable à une agence de com, une agence d'événements, une agence de stratégie, une agence de gestion de projet, une agence de tout ça. Et on ne l'a pas forcément officialisé jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, eh bien, à nous quatre, nous lançons le studio Koblenz, finalement, existe depuis très longtemps. Et je vais laisser la parole à Virginie, ma collègue depuis très très longtemps et qui vous parle de Bordeaux. Effectivement, je suis basée à Bordeaux, mais je travaille avec Nathalie depuis plus de 20 ans, je pense, depuis les débuts de l'aventure. Comment? Tu peux dire Kazachok, ça va. Oui, depuis Kazachok, voilà. Et donc là, l'idée de cette agence, c'est de proposer, d'associer toutes notre compétences pour pouvoir aider les marques à se développer. Donc moi, dans ma partie, ça sera plutôt tout ce qui est axé stratégie de marque, que ce soit en communication, en événement ou même en acquisition ou diversification, hein, plutôt licensing. Mais l'objectif, c'est comment monter une stratégie claire de marque pour qu'elle soit vue, différenciante et qu'elle trouve son public. Donc moi, je suis plutôt focalisée là-dessus et c'est voilà mon expertise au sein de l'agence. Donc, Élodie, toi? Oui, donc à mon tour. Donc moi, j'ai rejoint l'aventure avec Nathalie il y a maintenant 6 ans. Mais avant, j'étais aussi de l'autre côté en tant que cliente des services de Kazachok, je le dis.
Et du coup, moi, au sein de l'agence, je vais pouvoir apporter en fait une vision assez stratégique de toutes les opérations d'un point de vue marketing et communication, faire caisse de résonance de toutes les actions de l'agence et des stratégies de marque qu'on mettra en place. Donc, ça va être du marketing d'influence, de l'acquisition de leads et tout ce qui est opérationnel. Et j'ai aussi une expertise dans le développement produit et un savoir-faire dans les opérations de promotion. Voilà. Et moi, je suis basée au Mans. Voilà. Et je passe la parole à Charlotte. Bonjour, donc moi j'ai rejoint Casatchoc à l'époque en 2015, donc ça va bientôt faire 10 ans maintenant que je suis là. Et je suis la créative, donc celle qui va s'occuper de toutes les chartes graphiques, de tout ça, mais aussi la direction artistique des salons et encore la partie événementielle. Donc, si vous avez des projets événementiels, n'hésitez pas, on est surtout là pour ça. Et puis, je m'occupe aussi du community management, besoin pour les marques ou quoi que ce soit. Voilà. Ben voilà, on a fait le tour et on va commencer notre petite conférence. Alors, on a donc sélectionné, c'est moi qui démarre, c'est l'avantage de l'âge. J'ai sélectionné quelques phénomènes qui sont divers. Alors, bien évidemment, il y en a certains qui vont vous paraître connus et reconnus, et puis vous dire, mais comment, on ne parle pas de ma marque, etc. Mais sinon, je faisais 48 heures de phénomènes, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. On y va. Voilà. Donc, on démarre par les marques de luxe qui se sont invitées sur Snapchat. En fait, les marques de luxe dans leur ensemble continuent de draguer, et ce depuis 5, 6, 7 ans, les 15-24 ans. Et donc, ils s'associent aux applis prisées par cette cible-là. Miu Miu et Prada, qui font partie du même groupe, ne sont pas les premiers à proposer sur Snapchat des produits qui vont jusqu'à 12 €, sachant que le minimum d'un sac Prada tourne plutôt autour des centaines d'euros. Le concept là est vraiment de l'accroche à terme de consommateurs, c'est-à-dire intégrer complètement Miu Miu et Prada dans les pratiques classiques des consommateurs des 15-24 ans d'aujourd'hui. Bien sûr, ces pièces Prada, siglées Prada et Miu Miu sont en exclusivité sur Snapchat et n'iront pas se balader ailleurs sur les réseaux sociaux, ni même dans la vie réelle. Mais on assiste vraiment à l'exploitation par des marques qui sont à des années-lumière de cette cible et de ces réseaux sur une intégration et une compréhension surtout de comment on leur parle, comment on les attrape, si j'ose dire, en allant jusqu'à eux. Ils n'ont pas l'inverse, une boutique dans la vie, dans la rue. Petit détail, oui, mais vous l'avez noté, Snapchat annonce aujourd'hui 27 millions d'utilisateurs actifs uniquement en France, en mensuel, ce qui effectivement est un support qui est plus qu'intéressant. On est sur une deuxième dia avec deux informations différentes, mais qui sont quand même entre le vintage et l'information et la nouveauté. Si on commence par le relancement de la R5, Renault lance la R5 en s'appuyant sur des codes des années 80, avec un design c'est dingue parce qu'il est futuriste, mais il est totalement vintage, et la voiture est 100% électrique. Il y a donc un côté, je me mets au goût du jour et je suis totalement en phase avec les attentes de mes clients d'aujourd'hui. Malongo, qui lui a une vraie concurrence sur le marché, s'est associé au lancement de la R5. Alors, il s'est associé pour deux raisons. La première, c'est que en fait, Malongo fabrique en France et la R5 est entièrement fabriquée en France. Malongo avait un besoin de faire un coup d'éclat. Ils ont donc développé une cafetière marquée R5 et ils ont fait une offre limitée dans le temps
qui leur a permis de faire du papier, de la médiatisation et de la notoriété. Et donc, c'est une association qui est quand même relativement originale, puisque la machine à café R5, fallait y aller. Sur votre droite, si je vous parle de GOT, tout le monde sait ce que c'est que Game of Thrones. ST Dupont, le savoir-faire magnifique français, la qualité des briquets qui tournent autour de 1600, 1800, 1900 euros. On est loin des 12 euros du sac Prada sur Snapchat. Là, on est dans la vraie vie. Et donc là, Dupont ne démérite pas sur ses prix, enfin ne démérite pas, ne déclasse pas ses prix. Il associe un briquet Game of Thrones. Il y a un prix d'entrée à 350 euros. Mais sinon, le produit phare de la gamme, c'est un briquet à 1650 euros. Alors Dupont fait ça aussi avec les DC Comics. Ce n'est pas la première fois qu'il s'associe à une licence aussi étonnante, mais ils continuent donc à petit marquer leur territoire, et un vrai coup de chapeau à la PLV qui est absolument magnifique, mais qui, elle, n'est pas achetable, malheureusement, parce qu'elle est vraiment très, très belle. Ça va devenir un objet de collection dans pas très longtemps. On reste dans le luxe et qui s'ouvre à du consommateur plus grand consommateur, avec Maybach. Alors Maybach, c'est une société de voitures de luxe concurrente de Rolls-Royce ou de Bugatti en son temps, qui a été rachetée par Mercedes-Benz il y a quelques années. Et Mercedes-Maybach, pour la première fois, signe un parfum. Alors, ce n'est pas un parfum d'ambiance, c'est un parfum mixte. Le petit flacon que vous voyez là, qui est un flacon de 100 millilitres, est proposé à 295 € les 100 millilitres. On reste sur le positionnement total que Maybach a, c'est-à-dire que Mercedes a pour ses clients. On ne descend pas du tout de gamme, bien au contraire. Et le produit parfum sera essentiellement distribué dans les concessionnaires de Mercedes, sachant que le partenaire licence du parfum, INCC, lui va tenter un réseau en travel retail, etc., etc. Voilà. Et donc, on est vraiment dans une approche de luxe qui reste à son niveau pour Mercedes-Maybach. Ah, mes copines, parce que Friends, on est bien sûr là dans une série qui est plus que connue, mais sur laquelle moi j'ai souhaité faire une spéciale dédicace parce que à l'occasion des 30 ans de la série, et oui, on fête les 30 ans puisque le 6 mai 2004, 52 millions de personnes se sont réunis pour voir le dernier épisode. J'avoue que j'en fais partie. Et la boîte de Kleenex n'était pas loin. Et donc, pour les 30 ans de la série, eh bien, HelloFresh utilise le gâteau de Rachel, le custissime gâteau de la saison 6, dans lequel Rachel fait un gâteau dégueulasse que Joey a mangé jusqu'au bout, qui mélange un diplomate et un hachis parmentier. Eh bien, HelloFresh fait un clin d'œil à cet épisode-là particulier et propose à la vente un kit avec tous les ingrédients pour faire les 2 recettes. Mais la chance quand on achète ce produit-là, c'est qu'ils ont aussi créé un plat qui va au four, scindé en 2, afin que le hachis parmentier et le diplomate ne se mélangent pas. Quand on voit Monica et qu'on est un adepte de la série, on sait que Monica est obsédée du ménage, de l'entretien, du nettoyage, qu'elle est psychorigide, qu'elle est complètement folle dingue. Eh bien, Savers, qui est une marque de nettoyage et d'entretien anglaise, qui, elle, fête ses 35 ans, est allée chercher le personnage de Monica pour créer une gamme qui s'appelle Clean Like Monica. Et donc, ce qu'il y a de très, très fort dans cette dédicace que j'ai, moi, identifiée, c'est qu'on n'est plus dans le logo Friends, on est dans des personnages de fiction qui font partie de notre vie. Et on est dans les caractères des personnages de fiction. Donc, on a une force phénoménale et vraiment, c'est une réussite
que de ces deux approches de Warner pour aller chercher le contenu pur de la série et non plus juste la notoriété. Et oui, Rubik's Cube. Alors Rubik's, bon, tout le monde connaît Rubik's Cube, évidemment. Ce jeu, quand il est sorti dans les années 70, ne répondait à aucun des critères de ce qu'on pouvait attendre à l'époque et de ce qu'on peut entendre encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de bruit, il ne siffle pas, on ne le tire pas, il n'a pas de vêtements, il n'a pas besoin de piles et il n'apparaît dans aucun film. Pour autant, Rubik's Cube, aujourd'hui, complexifie encore plus son jeu et sa résolution mathématique en s'associant à Stranger Things. C'est-à-dire que Rubik's Cube, Stranger Things, bonjour. Déjà, avec les petites facettes, il fallait y aller, mais là, avec les éclairs verts, eh bien, c'est un jeu quasi impossible à finaliser. Et de l'autre côté, Rubik's est une licence qui est devenue vraiment forte avec une notoriété, puisque autant pour Stranger Things, c'est du licensing in, autant quand G-Shock signe une montre sous Rubik's qu'on ne bouge pas, qui ne joue pas, on est de l'autre côté, on est en licensing out. Et vraiment, un grand chapeau à cette marque qui était prédit de ne pas vivre très très longtemps. On a tous repéré, bien évidemment, que Lego se déployait en licence de façon phénoménale, et ce depuis quelques années, puisqu'ils ont maintenant un bon parcours. Aujourd'hui, ils ont fait quelque chose d'assez exceptionnel. La grande voiture que vous voyez derrière, eh ben, c'est une voiture à l'échelle 1. Elle a été constituée de 342 817 pièces et de 700 moteurs Lego techniques. Et elle a fait un tour de piste à Silverstone sur le circuit, piloté par le vrai pilote de McLaren. C'était la reproduction de sa voiture. Il a avoué qu'il flippait grave et que quand il est sorti, après son tour de piste, il a eu des sensations et que franchement, il était épaté. Donc bravo Lego sur la technologie et l'innovation. Ça ne s'est bien évidemment pas arrêté à l'échelle 1, qui est une magnifique opération de marketing, mais à la reproduction de cette McLaren pour les kidultes, dont Virginie va nous parler un tout petit peu plus tard, et où là, on passe sur beaucoup moins de pièces, mais quand même 3893 pièces pour sortir une voiture motorisée également, dans laquelle on ne rentre pas, mais qui fait quand même 60 cm. Voilà. Lego, avec ça, s'adresse vraiment à l'ensemble des consommateurs. On ne le pense pas que enfants, mais de plus en plus sur la totalité. C'est comme Tintin, hein, 7 à 77 ans, et puis même 7 à 99 ans maintenant aujourd'hui. Les artistes, vous avez pu le remarquer, l'art s'invite et de façon assez importante dans les produits dérivés et dans le licensing. De la même manière, si on part que de Rubik's, si je commence par Richard Orlinski, qui a redesigné Marinette pour l'anniversaire du Miraculous, ou en tout cas son apogée actuel en 2024, il y a Richard Orlinski qui l'a recréé en statue gigantesque et qui l'a sublimée vraiment, parce qu'elle est vraiment très belle, cette statue. Et puis, accessoirement, il y a Plastoy qui a récupéré cette figurine-là, c'est-à-dire Marinette Orlinski, et qui l'a proposée à la vente. Et donc, on est sur du tripartite hyper intelligent, une production, enfin une propriété, une IP qui a toutes ses lettres de noblesse, un artiste qui la redesign complètement et un fabricant, un industriel qui prend le nouveau binôme et qui en fait un produit dérivé. Sur l'extrême gauche, on est sur Bishop Parigo, qui a eu la bonne idée, en association avec Touba, de magnifier un petit peu des espaces où on va tous et où on n'est pas forcément, c'est pas forcément très joli. Et ben voilà, Bishop Parigo, pardon, en association avec Touha, excusez-moi, a créé une collection
pour les toilettes. Et puis, au centre, on a une association assez particulière entre Dom Pérignon, qui a demandé aux ayants droit de Basquiat d'habiller son vintage 2015 parce que c'est un goût particulier, c'est une, comment on dit, bref, le mot m'échappe, un cru, merci, un cru exceptionnel. Et donc, ils ont magnifié complètement la bouteille qui est habillée de graffiti et la boîte. Et il y a 3 boîtes collector, etc. Donc voilà, les artistes, l'art se positionne de plus en plus et viennent se marier avec la grande consommation, tout en restant à leur place, bien sûr. On continue dans l'art. On a eu cette année la chance d'accueillir à Koblenz l'exposition des lapins crétins qui revisite les grandes œuvres artistiques du monde. Il faut savoir que cette exposition, elle a démarré au Futuroscope. Elle a eu un succès phénoménal et aujourd'hui, elle tourne en Chine. Alors, la question qu'il faut se poser au-delà de l'esprit génial et original, c'est à qui ça sert le plus pour les générations d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça permet à des gens, des jeunes, de se dire que « Ah, tiens, le cri, ah, c'est qui l'œuvre, ah, c'est qui le peintre ?» Et peut-être que finalement, on peut remercier les lapins crétins d'avoir fait cette démarche pour ouvrir un petit peu l'esprit aux grandes œuvres picturales que nous connaissons et qui sont un peu oubliées par moments. On a un deuxième exercice pareil que les lapins crétins, et là c'est, si j'ose dire, encore plus fort, puisque les barbapapas sont devenus les barbalouvres. Ça fait plusieurs années que les barbapapas guident les enfants, ou les moins jeunes d'ailleurs, au Louvre. Aujourd'hui, il y a une collection qui s'appelle les Barbalouvres, sur le même concept que les lapins crétins, c'est-à-dire que les barbapapas remplacent les icônes des grandes œuvres exposées au Louvre. Et de là, il y a une collection de produits qui a été développée par la Réunion des musées nationaux. Et on a donc une collection exclusive de barbapapas au Louvre. Et donc là, pareil, ce sont des atteintes magnifiques. On atteint des associations intellectuelles qui subliment finalement les deux parties. Celui-là, il est génial. Je pense que vous l'avez tous vu. Petit détail quand même, à l'été 2023, il y a 2 sociétés rivales que vous connaissez tous, qui sont Hasbro et Mattel, qui ont fait la même. C'est-à-dire qu'à l'occasion de la sortie du film Barbie, Hasbro, pour la première fois, a sorti un Monopoly Barbie et l'a vendu. Et pour la sortie de Transformers quelques semaines après, Mattel a sorti un Uno Transformers. On est donc dans l'association intelligente d'entreprises qui ont besoin de se soutenir à des moments. Et la rivalité n'est pas permanente. Donc là, le Best Friend Forever, qui est vendu exactement le même à un détail près, c'est-à-dire la viande qui est dedans. Chez KFC, bien sûr, c'est du poulet. Et chez Burger King, c'est évidemment du bœuf. L'idée de ce coup de com', c'est surtout d'expliquer à McDo qu'ils sont là, ils sont bien présents et que s'ils veulent récupérer les consommateurs, ils savent faire. Et le côté cynique et sarcastique de Burger King a été accepté et complètement pris par KFC. C'est un petit détail, mais pas des moindres quand même. Cette opération n'existe qu'en France, c'est-à-dire qu'elle est aujourd'hui pensée exclusivement par les équipes françaises. Voilà, donc ça c'est vraiment un des derniers, c'est vraiment un coup de com' exceptionnel. C'est jusqu'au 16 décembre, vous avez encore 3 jours pour aller goûter l'un et l'autre. C'est une nouvelle sauce créée uniquement pour cette collection capsule, si j'ose dire.
Oula. On est sur… là, on change complètement de modèle. J'adore, c'est moi qui n'ai pas éteint mon téléphone. Excusez-moi, je suis désolée. Et l'acteur. Hop, attendez, je fais ça tout de suite. Hop. C'est pas bien, hein, mais bon. Refuser, vibreur. Hop, voilà, pardon. Là, on n'est pas dans le produit dérivé, on est dans l'innovation ou dans l'engagement, en tout cas en RSE. Tout le monde parle de RSE, on parle de responsabilité, d'éco-conception, etc. But, depuis 3 ans, travaille à un projet qui est de finalement Nutri-scorer. Donc, je fais exprès de dire Nutri-scorer, parce que c'est inspiré du Nutri-score que finalement les consommateurs ont compris, on l'utilise pour savoir quelle est la qualité de ce qu'on ingère. Aujourd'hui, But a créé, et vraiment un leader là-dessus, le score du mobilier. Donc ça s'appuie, la grille d'évaluation, elle prend en compte la composition du produit, bien évidemment, mais également les processus nécessaires à sa fabrication, le mode de transport, accessoirement, et la durabilité de conception. Tout ça a été validé par le pôle éco-conception et management de cycle de vie, le Centre national sur l'éco-conception de l'ADEME, le ministère de l'Environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU Environnement. Donc, ils sont aujourd'hui à l'origine d'une création de classification du mobilier. Et ça va sûrement être repris par les autres enseignes dans peu de temps. On espère, en tout cas moi j'espère, vraiment qu'une enseigne du textile se pose la même question et finalement nous informe de ce qu'on achète. Ça serait peut-être pas mal. Je ne suis pas sûre que Shein ou Temu soient les premiers à le faire, mais il y a quelques enseignes qui gagneraient vraiment mondialement en images à le faire. Voilà, maintenant… à suivre. Et là, on va finir ma petite tour d'horizon des phénomènes parce que Pokémon et Pikachu, au-delà d'avoir fêté magistralement son anniversaire et d'avoir été un peu partout, et ben là, c'est vraiment formidable. C'est-à-dire que la compagnie aérienne Nippon, enfin, Nippon Airways, alors évidemment, c'est une compagnie japonaise, elle a tout simplement intégrer les Pokémon dans le film pour les sécurités aériennes. Et ça, c'est une première. Et alors, étonnamment, eh ben, tout le monde écoute. Il n'y a pas que les enfants qui écoutent. On s'en fout tous, mais là, depuis qu'ils ont positionné ça, tout le monde écoute. Voilà, donc c'est en 18 langues, c'est assez exceptionnel. Bravo Pokémon d'avoir accepté et bravo à la compagnie aérienne japonaise d'essayer d'être originale et de capter l'attention de notre attention quand on monte en avion. Voilà, moi, mes petits phénomènes de l'année sont finis et je passe la balle à Virginie. C'est bon, on rattrape. Ok, donc super, merci Nathalie. Donc nous, on va parler maintenant des tendances de consommation sur l'année 2024 et on va se focaliser essentiellement sur la Gen Z et les Kidults parce que ce sont deux cibles dont on parle énormément et qui redéfinissent quand même les règles du marketing et de la consommation aujourd'hui. Donc on va commencer par la Gen Z. La Gen Z, c'est une cible clé contradictoire. Alors, la Gen Z, pour resituer, c'est la génération qui est née entre la fin des années 90 et le début des années 2010. Donc, c'est une génération qui est née dans une société ultra connectée. Ce sont les consommateurs d'aujourd'hui et de demain, mais ils ont quand même un paradoxe assez fort parce que d'un côté, ils ont une conscience écologique et politique, mais de l'autre, ils sont très tournés vers la consommation. Donc, ils sont vraiment complexes à cibler et du coup, on va dérouler un petit peu des données sur eux pour mieux les comprendre.
Donc, c'est une cible adepte, effectivement, du mobile et des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux jouent un rôle central dans les décisions d'achat de la génération Z, puisque plus de la moitié de ses habitudes d'achat sont réalisées sur Internet. Et c'est une cible qui est fortement consommatrice de jeux, de musique, de vidéos en ligne ou même de services de livraison de repas à domicile. Ils préfèrent des plateformes comme TikTok et Instagram, hein, puisqu'ils sont à fond dessus, parce que ces plateformes, en fait, servent vraiment de vitrine et de découverte produits avec des recommandations de plus en plus personnalisées. Les algorithmes sont de plus en plus puissants et c'est vrai qu'ils jouent de plus en plus avec la cible qui consomme le réseau social et du coup arrivent à personnaliser absolument le contenu qu'ils diffusent. Donc ça, ils adorent parce que l'expérience d'achat est vachement immersive et surtout engageante et surtout personnalisée. Donc ça, c'est vraiment les clés de cette cible. Ensuite, c'est une cible aussi qui est en recherche d'expérience. Cette génération, elle s'attend à vivre une expérience d'achat unifiée, qu'elle comprenne exactement le discours des marques, et ça, quel que soit le canal. Donc, c'est vrai qu'elle accorde une grande importance à la cohérence des informations. Donc, c'est pour ça qu'on voit notamment beaucoup de marques se développer avec des stratégies omnicanales, évidemment, hein. Et elle souhaite accéder aussi, c'est très important, le plus rapidement possible aux informations. On sait que c'est une génération qui est super exigeante, mais qui est aussi super réactive. Et il faut que ça aille vite. Elle n'a pas de temps à perdre. Donc, il faut que l'expérience achat soit hyper fluide. C'est aussi une cible en quête de sens et d'authenticité. On en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est là où est tout le paradoxe, hein, puisque cette génération, en fait, valorise vraiment les marques transparentes et alignées à leurs valeurs. Ils veulent, voilà, de la vérité. Ils veulent de l'écologie, de la responsabilité sociale. Et puis, en parallèle de ça, ils surconsomment, et notamment la fast fashion, et puis des sites voilà, comme Temu au Chine, qui n'ont pas du tout encore axé sur, sur des valeurs voilà, d'écologie et de durabilité. Donc c'est très paradoxal et c'est là tout le sujet de cette cible où elle est difficile à capter parce qu'elle a différents messages. Et elle est aussi en recherche d'émotions, pardon Charlotte, j'avais pas tout à fait fini, et en recherche d'émotions dans l'acte d'achat parce que l'émotionnel est aussi la clé sur cette cible-là. On va voilà, faire un petit focus sur la maison Kitsune qui est vraiment au plus près de la Gen Z. Donc la maison Kitsune, c'est une marque fondée en 2002 à Paris et Kitsune propose vraiment un art de vivre assez unique à travers plusieurs univers. C'est un univers hybride où elle propose une marque de mode avec la maison Kitsune, une marque et un label musical avec Kitsune Musique, et aussi des cafés Kitsune qui sont des lieux de vie. Donc elle est vraiment voilà, dans une construction de marque avec des choses différentes. Elle est hyper présente sur les réseaux sociaux, évidemment TikTok, Instagram, elle envahit ces réseaux et puis sur TikTok elle fait beaucoup de vidéos très tournées évidemment Gen Z et surtout elle exploite tous les labels musicaux qu'elle a puisque l'objectif c'est vraiment de faire connaître de la musique avec des artistes nouveaux aussi. Donc ça, les jeunes adorent. L'expérience client immersive avec notamment les cafés Kitsune, ça c'est une clé aussi pour parler à cette cible, puisque dans les cafés, en fait, on va avoir effectivement les cafés où on peut découvrir des cafés un peu atypiques, mais on va aussi avoir la musique que propose la maison et on va aussi avoir à disposition une collection de vêtements pour voir un peu quelles sont les tendances de mode. Donc tout l'univers en fait est pensé autour de cette marque et unifié autour d'une expérience client sur les cafés. Évidemment, les collabs, ça, sans doute, c'est une clé aussi pour parler à cette cible-là, avec des marques qui leur parlent, comme Kawe dernièrement, Havaianas, ou même Kestify, ou même ils ont fait avec Eastpak, etc. Ils vont chercher des marques engagées aussi sur cette cible-là. L'engagement environnemental qu'ils ont, puisqu'ils ont des pratiques éco-responsables, comme l'utilisation de matériaux durables et des méthodes de production visant à réduire l'impact environnemental.
Ils ont aussi une forte appétence sur l'inclusion et la diversité, puisque toutes leurs campagnes de com sont souvent, montrent souvent des modèles d'âge, de genre vraiment diversifiés. Donc il y a vraiment cette notion d'inclusion qui résonne avec la génération Z. Et puis on a les fameux drops. Alors ça, c'est les capsules limitées dans le temps qui créent tout de suite un sentiment d'urgence chez cette jeune génération et qui est avide et qui a envie de consommer les produits. Donc voilà un petit peu tous les ingrédients pour parler à une cible Gen Z, en tout cas quand on est une marque. On va ensuite parler de Nike aussi, parce que Nike, c'est une marque, ben voilà, tout le monde connaît, qui parle vraiment à tout le monde, qui est transgénérationnelle, mais qui innove aussi pour capter cette cible, parce que toutes les marques ont bien compris que la Gen Z était quand même la génération voilà, de consommateurs d'aujourd'hui, mais de demain. Donc, ils ont un engagement numérique où ils développent des applications mobiles très interactives comme Nike Training Club, qui permet en fait à l'utilisateur de pouvoir faire du sport et d'avoir des entraînements personnalisés. Donc, toujours pour parler au mieux à la personne qui est en face. La personnalisation des produits aussi est une clé, puisqu'avec le service Nike by You, en fait, les clients peuvent concevoir leur propre article. Donc ça, la Gen Z, elle adore parce que elle aime cette créativité, la possibilité d'avoir quelque chose aussi d'unique pour soi. Et puis l'engagement social et environnemental, évidemment, qui est renforcé avec la campagne Move to Zero, qui vise à réduire son empreinte carbone, réduire aussi les déchets, avec une volonté aussi d'apporter des solutions concrètes et des solutions circulaires pour donner notamment une deuxième vie à tous les produits consommés. Donc ça, c'est voilà, la stratégie de Nike pour cette cible-là. Et puis, on a aussi les collabs qui sont un moyen d'attirer la Gen Z, comme Adidas et Fortnite, où là, Adidas, un peu comme Nike, propose la personnalisation de vêtements, mais à l'intérieur d'un jeu. Donc, la volonté d'aller chercher cette cible, avec Fortnite, évidemment, qui est le jeu emblématique de cette génération-là. Où on a aussi Lacoste et One Piece. Et Lacoste, là, a une volonté aussi de rajeunir sa cible. On l'avait vu avec le partenariat qu'ils ont monté avec Netflix, où déjà ils veulent aller vers cette cible-là. Et là, en allant chercher One Piece, c'est voilà, des consommateurs manga qui sont vraiment friands de cette cible. Donc Lacoste a tout intérêt à s'associer à One Piece pour ça. Voilà pour la Gen Z. On va parler maintenant des Kidults, qui est une nouvelle cible émergente dont on parle de plus en plus. C'est vraiment une cible passionnée qui... tu peux passer, Charlotte, excuse-moi. Voilà, c'est vraiment une cible passionnée. Quand on parle de Kidults, on est bien d'accord que donc, ce sont des adultes qui conservent des goûts et des appétences pour toutes les choses liées à leur enfance. Donc, ce sont majoritairement des hommes, à 61%, et il n'y a pas forcément de profil sociodémographique précis. Ce qu'ils aiment, c'est appartenir à une communauté voilà, de fans, de nostalgiques. Ça, ils adorent. Ce qu'ils cherchent, c'est la nostalgie, c'est le retour à l'enfance, c'est l'évasion, c'est se couper un peu de ce monde voilà, tel qu'il est aujourd'hui, et puis partager des choses et des intérêts communs avec une communauté qui comprend pardon, les besoins et les mêmes choses qu'eux. Donc, les Kidults, ils sont moteurs dans des catégories de produits comme les jeux de société, les jeux vidéo, rétro, les figurines de collection, les véhicules miniatures et les jeux de construction. Et c'est vrai qu'ils privilégient des canaux d'achat un peu spécifiques comme les magasins spécialisés, les conventions aussi de fans où on a de la vente de produits ou les sites dédiés à des collectionneurs et des produits rétro. Ça, c'est vraiment leur axe de consommation. Il y a le marché des Kidults aujourd'hui, vous l'aurez peut-être vu, mais il bouleverse complètement le marché du jouet. Alors attention parce que le marché du jouet, donc là c'est des données qu'on a via Circana, et Circana, il y a un petit bémol, c'est que eux ils considèrent un Kidult comme à partir de 12 ans.
Donc voilà, à 12 ans, on n'est pas tout à fait adulte quand même, hein, il me semble, mais bon, voilà, c'est juste pour remettre en place ces chiffres-là. Mais en tout cas, on voit que la part des Kiddles sur les ventes totales de jouets en France représente près de 30%. Donc c'est quand même pas rien. La cible, elle a 12 ans, elle a doublé en 5 ans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que 60% des parents et des jeunes adultes sont prêts à offrir un jouet en adulte. Donc c'est un marché voilà, vraiment fort. Et le marché du jouet, du coup, est tiré par les jeux de construction avec Lego, qui est le numéro 1 des ventes. Et là, on voit bien la stratégie Lego qui va être de diversifier sa cible. Et on voit que l'offre dédiée à cette cible s'étoffe. Il y a beaucoup plus de produits dans différents secteurs, que les linéaires aussi en magasin s'étendent. Avant, on n'avait pas forcément, ne serait-ce que chez Jouet Club, des linéaires dédiés à la cible adulte. Aujourd'hui, on en a. Et il y a aussi des catalogues spécifiques qui sont faits vraiment. Et aux États-Unis, par exemple, on sait que les adultes à partir de 18 ans sont devenus le plus important groupe d'âge pour l'industrie des jeux et jouets sur les 4 premiers trimestres de l'année 2024. Donc, c'est notamment boosté par les fans de sport, les collectionneurs. Donc ça prend de l'ampleur vraiment partout. Donc, comme on parlait de Lego, c'est intéressant d'aller voir un peu leur stratégie pour toucher cette cible, parce que Lego, ils se diversifient depuis des années. Mais quand on parle à des Kiddles, eh ben, il faut faire des produits spécifiques. On voit qu'ils développent des sets complexes, détaillés. C'est souvent des ensembles voilà, sophistiqués avec des répliques architecturales, des véhicules emblématiques de films cultes ou des accessoires de mode même avec Adidas, là, qui est incroyable. Voilà, qui leur parle. Ils ont une gamme Adults Welcome qui propose aussi des sets inspirés de la pop culture, du design, de l'art. Donc c'est vraiment voilà, des produits spécifiques avec des stratégies marketing et com ciblées, évidemment. On voit qu'ils proposent des packaging aussi distinctifs. Ils ont des designs épurés, souvent sophistiqués pour parler à cette cible plus adulte et qui facilitent aussi l'identification du produit en magasin parce qu'on voit voilà, on la voit tout de suite, elle est identifiable. Et aussi leurs campagnes de com dédiées sont assez voilà, tournées, enfin, sont assez innovantes et mettent aussi en avant les bénéfices relaxants et créatifs que peuvent avoir ces jouets de construction sur les adultes. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Et ils ont aussi un engagement communautaire puisqu'ils proposent à leurs fans des événements ciblés, dédiés, des conventions sur lesquelles tous les fans peuvent se rassembler, se retrouver et découvrir des produits encore plus incroyables. Donc ça, c'est assez fou. Et aussi, enfin là, je ne sais pas spécifier, mais c'est très intéressant aussi dans la stratégie, c'est que Lego renforce aussi énormément dans l'engagement communautaire ses partenariats avec les influenceurs. Ça, c'est capital, par exemple. Là, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont monté une collaboration avec Pharrell Williams, puisqu'il y a un film là, qui vient de sortir fin novembre, Piece by Piece, par Lego, où en fait, Lego retranscrit la vie de Pharrell Williams en Lego. Et à côté de ça, il y a un seul produit dérivé qui est sorti avec une fusée, la tête dans les étoiles, associée au film avec Pharrell Williams. Et donc, cet influenceur et cette star et cette voilà, mondiale met aussi en avant sur ses réseaux et tout ça. Donc, Lego, c'est une vraie stratégie aussi d'aller vers ce genre d'association. Quelques exemples aussi de produits porteurs d'émotions. Kiddles, le groupe avec le groupe Lego, pardon, ils ont mis aussi, on a dit tout à l'heure que les Kiddles avaient pour cible principale les hommes, mais Lego cherche aussi à toucher les femmes en proposant des collections dédiées avec des fleurs, une collection botanique, pour pouvoir voilà, aussi que les femmes puissent se retrouver dans ces produits-là.
On a Nintendo aussi et ses consoles rétro, puisqu'ils ont ressorti avec Analog la célèbre version Nintendo 64, mais en version modernisée. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis on a Nintendo aussi qui s'associe à Lego, parce que quand même c'est deux mastodontes sur cette cible-là, où ils font une réplique avec voilà, ce petit Mario et Yoshi pixelisé avec la petite manivelle où vous pouvez la tourner. Et puis on a les petites jambes de Mario qui s'agitent. Donc c'est vraiment rigolo et puis c'est considéré vraiment comme un objet de collection complet. Voilà pour les tendances consommateurs. Je laisse la parole à Élodie. Merci Virginie. Donc, moi, je vais aborder avec vous les temps forts de l'année 2024, où je vais explorer en fait donc un événement incontournable qui s'est déroulé pendant l'été, les JO de Paris, mais également la période d'Halloween, et je finirai par quelques exemples d'anniversaires emblématiques, et on essaiera d'analyser avec vous quels sont les impacts en fait de ces temps forts sur les stratégies de marque. Donc, tu peux passer, Charlotte. Oui. Donc, pour commencer sur la partie du temps fort des JO, effectivement, cet événement a été vraiment incontournable cet été, puisque ça a été une véritable source d'inspiration et de créativité pour les marques qui ont pu en fait se connecter à un public à l'international. Et ça a commencé très fort avec la cérémonie, puisque ça a été un concept inédit et complètement audacieux. La cérémonie a complètement cassé les codes traditionnels, puisque pour la première fois dans l'histoire, elle s'est déroulée en dehors d'un stade et en plein cœur de ville, et pas n'importe laquelle, celle de Paris. Donc, ça a été un véritable théâtre à ciel ouvert pour les marques et une opportunité énorme pour montrer à la face du monde, en fait, notre culture et notre patrimoine. Donc, ça a été le cas notamment par Le Petit Prince, qui a été… Alors oui, en plus, le concept de la cérémonie mélangeait de la fiction avec du réel. Et donc, pendant les parties de fiction, on a pu… justement voir des hommages donc faits en fiction, notamment pour Le Petit Prince avec l'histoire de Saint-Exupéry. On a eu le cavalier masqué qui se promenait sur les toits de Paris, qui est donc un personnage clé d'Assassin's Creed, qui est un jeu vidéo créé par Ubisoft. Et on a également eu à peu près 2 minutes de Mignon sur la partie fiction. Donc, on voit bien l'impact que peut avoir la culture et le savoir-faire, notamment dans l'animation, à la face du monde, puisque ça a été relayé sur toutes les chaînes de télé. Et alors oui, tu peux passer, Charlotte. Voilà. Et ce storytelling, en fait, a permis même à certains artistes français d'être complètement starifiés en Asie, notamment avec la viralité du réseau TikTok. C'est le cas de Philippe Catherine, qui est devenu une star incontournable en très peu de temps. Donc, on voit bien la puissance qu'a pu avoir la culture française en tant que vecteur de storytelling pour le monde. Également, Charlotte, si tu veux bien passer, s'il te plaît. Merci. Ce temps fort des JO a été une vraie célébration du Made in France et de l'art de vivre à la française, puisque ça a été, pour les marques en tout cas, un véritable levier pour mettre en avant le savoir-faire français. Beaucoup de maisons, enfin de maisons traditionnelles, d'artistes, de marques se sont associés à ce temps fort. C'est le cas notamment de la Maison La Durée, qui a estampillé des macarons à l'effigie des JO, mais ils sont allés vraiment plus loin même avec le packaging, puisqu'ils ont repris les codes d'une piste d'athlétisme. Donc on voit bien l'alchimie qui peut se passer avec les valeurs du sport et un produit issu d'une autre maison. Même chose avec Guy Degraine, qui a mis en scène la présentation de ses collections de produits en reprenant les codes du sport. Alors notamment, on voit les couverts qui sont enroulés avec un tissu tricolore qui reprend un peu les codes des médailles, ou les assiettes qui sont mises en scène avec un ballon de basket ou une bouilloire avec un plongeoir. Donc voilà, ils ont théâtralisé en reprenant les codes du sport. Idem pour le blond de Lienne, qui avec leurs figurines ont repris les couleurs tricolores ou la marinière, ou Repetto avec ses chaussons. Et enfin, on a eu aussi la Monnaie de Paris qui a mis en scène le patrimoine français au travers d'une collection limitée de pièces de 2 € à l'effigie de la Tour Eiffel et des JO.
Donc, on s'aperçoit vraiment que les codes du sport associés à des valeurs françaises ont permis de mettre vraiment en avant le savoir-faire français en avant. Autre point clé des JO, ça a été également un tremplin éco-responsable et sociétal pour les marques, puisque les JO portent des valeurs universelles que sont l'inclusion, la diversité et la modernité. Et on connaît tous le succès des friges, qui est devenu un vrai succès commercial, mais pas uniquement sur la frige classique, j'ai envie de dire standard, mais celle aussi proposée pour les Jeux paralympiques, qui a eu un succès quasi identique à celui des friges valides en termes commerciaux. Donc, on s'aperçoit bien que la force des valeurs du sport associées à des produits ont permis vraiment d'accentuer le rôle sociétal que peut avoir des produits brandés à l'effigie des JO. Également un enjeu de durabilité sur certaines marques. Ça a été le cas pour Decathlon, qui a proposé en fait toutes les lignes de vêtements pour les bénévoles issus de tissus recyclés. Donc, il y a eu un vrai engagement de la marque à ce niveau-là. Ou EDF, qui a proposé pour la première fois aussi dans l'histoire des JO une vasque 100% électrique. Et ça a permis à la marque EDF d'être représentée à la vue du monde entier comme un acteur majeur dans la transition énergétique. Donc, on voit vraiment le rôle que peut avoir un temps fort comme les JO pour un rôle vraiment sociétal et un tremplin dans la durabilité et l'engagement de certaines marques. Autre temps fort important qui s'est déroulé sur 2024, c'est la période d'Halloween. Donc, certes, Halloween, c'est plus une fête saisonnière, mais pour le coup, c'est une véritable, c'est une vraie opportunité pour les marques pour s'exprimer et captiver leur audience à travers un terrain d'expression très visuel et émotionnel, puisque Halloween est souvent connoté avec des codes bien établis que sont l'horreur, l'humour, un peu l'humour noir, un esthétique assez sombre et des visuels très percutants. Donc, c'est le cas notamment de Pilote, qui a mené une campagne. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à bien lire, mais il y a plein de fautes d'orthographe. Justement, puisqu'ils ont joué sur un côté humoristique, mais en reprenant des codes très dark d'Halloween, tout en mettant en avant en fait l'utilité de leur produit, qui est des stylos, tout simplement. Mais ça a été très percutant. Autre exemple, alors celui-ci, il est vraiment choc, c'est celui de Continental avec vous allez crever, mais c'est pas grave. Donc là, de mixer humour noir avec un visuel idem très sombre, ce mélange est très impactant et en plus permet de montrer que des marques qui sont complètement en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir pour Halloween, que sont le food ou le divertissement, là, même sur un aspect très sécuritaire, on peut jouer avec des codes Halloween et s'amuser un peu et jouer sur l'impact auprès de la cible. Et autre exemple aussi marquant, c'est celui d'IKEA qui, en reprenant des éléments clés de leurs produits, des éléments du quotidien chez les gens, en les détournant, on s'aperçoit que ça crée un lien de proximité, puisque même en intégrant un côté effrayant, ça reste des objets du quotidien qui s'invitent chez eux. Donc là, par exemple, l'exemple de l'araignée bleue, c'est un séchoir avec des épingles. Donc, on est vraiment sur des objets du quotidien. Il y a le marchepied, le petit marchepied ou la chaise de bureau également. Donc voilà, c'est une belle créativité pour mixer en fait frayeur, humour noir, mais aussi proximité avec les gens, parce que les objets du quotidien sont là. Et un troisième point clé de cette période d'Halloween, c'est aussi, ça permet aussi aux marques de stimuler leurs ventes en proposant des activations très originales. C'est le cas notamment de Fanta, qui s'est associé à Beetlejuice et qui a permis, avec des designs exclusifs, des jeux concours et des activations digitales, de booster leurs ventes et de se rapprocher de leur cible, puisque ces deux marques-là s'associent très bien et utilisent vraiment les codes de cette période d'Halloween pour générer du trafic et stimuler leurs ventes.
Autre point que l'on aborde dans la partie des temps forts, c'est également les anniversaires de marque, puisque on a eu des beaux anniversaires cette année et ça permet en fait pour les marques de réaffirmer leur identité, de renforcer leur lien avec les consommateurs et de célébrer en fait leur patrimoine. Donc c'est vraiment le cas pour Hello Kitty qui a fêté ses 50 ans cette année et qui a recréé un pop-up store aux Galeries Lafayette en reprenant l'univers très parisien et mixant en fait tous les produits issus des produits Hello Kitty, pardon. Et ça a été même au-delà puisque le roi Charles a même rendu hommage lors d'un dîner mondain, un bel anniversaire à Hello Kitty. Donc ça, c'est quand même une belle preuve que Hello Kitty est vraiment dans l'héritage culturel mondial et que cet anniversaire devait se faire en grande pompe. Autre exemple pour les anniversaires de marque, c'est de créer des expériences mémorables. Et là, on a un très bel exemple de Polly Pocket qui a fêté cette année ses 35 ans et qui s'est associé avec Airbnb pour proposer un logement totalement insolite, celui de la maison Polly Pocket. Donc là, on est vraiment Du coup, Elodie Élodie a disparu. Alors, Ouais. on va prendre le relais. Vas-y. Je m'y colle. Donc, oui, notre chère Polly Pocket, eh ben, on a beau être plus grand qu'elle, on a eu la possibilité aux États-Unis d'aller passer du temps dans son domaine et son palais de boîtes qui s'est ouverte en deux. Rubix, dont je parlais tout à l'heure, a lui fait un événement en rhabillant totalement les Galeries Lafayette et en créant à l'échelle énorme un Rubix qui permettait de faire des selfies. Là, on est même avec le créateur, je crois bien. Élodie, tu es revenue? Non. Et voilà. Et après, nous avons dans les anniversaires de marque, on continue. Et là, on est vraiment dans le côté émotionnel et fan total. C'est-à-dire que pour la première fois, on peut s'habiller comme Dragon Ball, enfin comme Sangoku, avec sa chevelure épique. Alors moi, j'ai l'habitude, mais il y en a certains, ça va leur changer un peu la physionomie de leur tête. Donc ça, c'était un cadeau original et un produit très sympa pour l'anniversaire de Dragon Ball et de Sangoku. Quand on est chez One Piece, puisque là on est dans l'univers manga, on reste sur un pop-up store. On reste pas du tout. Il y a eu un pop-up store de lancé qui a eu un succès phénoménal. Et il est vrai que les personnages de manga se développent de plus en plus avec des pop-up stores à l'occasion d'événements différents et que celui de One Piece était une pure merveille. Yeah. Charlotte, à Oui, toi. alors est-ce que Elodie, bon, j'ai l'impression que Elodie, peut-être elle reprendra la parole tout à l'heure voilà, pour peut-être dire au revoir, je ne sais pas. Non, c'est Euh, pas grave. Non, mais alors, c'est Ah. bon. Ah, t'es revenu. Bon. Ben ouais, tout a planté chez moi. Donc là, mea culpa. J'espère que quelqu'un a repris la suite. Tout Ouais. à fait. J'ai pris le relais. Et- Voilà. Vous voyez, Bah, on est totalement interchangeables toutes les quatre. C'est ça qui est bien. merci Nathalie d'avoir géré. De mon côté, je vais vous parler des perspectives de 2025 et on va commencer du coup avec les sorties cinéma. Parce que c'est un peu ça qui va qui rythme un peu les années. Du côté des blockbusters, on retrouve Les 4 Fantastiques, qui est un remake de Marvel d'un film de 2015 déjà, et qui n'avait pas forcément été très acclamé par la critique, celui-ci. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Chez Warner, on a Superman Legacy qui va sortir en juillet 2025. Et du côté de chez Universal, on a le 7e film issu de la franchise Jurassic Park avec Jurassic World Renaissance. Comme quoi, bah, les dinosaures, c'est toujours un sujet d'actualité, même si ça date de plusieurs millions d'années. Anciennement Fox et maintenant Disney, la fin d'année 2025 va être jalonnée par la sortie d'Avatar.
On n'oublie pas bien évidemment Mission Impossible avec à l'affiche le célèbre Tom Cruise qui visiblement ne vieillit pas, hein. Euh, et puis c'est comme un peu les histoires qui vieillissent pas, comme celle du Magicien d'Oz par exemple. Parce qu'en 2025, on a la partie 2 de Wicked qui va sortir, sachant que la partie 1 est sortie mercredi dernier et qu'elle a déjà pris la tête du classement des meilleurs démarrages de la semaine. Donc ça, c'est pour les blockbusters. Ensuite, on a du côté des live action. On a Disney qui nous propose 2 adaptations en 2025 avec Blanche-Neige qui était un peu la Madeleine de Proust de Disney, étant donné que c'était le premier long métrage de la firme et surtout que c'est le premier film d'animation à avoir reçu un Oscar quand même, il faut bien noter ça. Et donc il va nous proposer ça pour le mois de mars 2025. Cette adaptation a fait jaillir quelques polémiques sur la toile, notamment parce que le titre c'est Blanche-Neige et que la première, le personnage principal est joué par une Colombienne, donc qui n'a pas la peau blanche, tout simplement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis 1937, les mœurs ont évolué, beaucoup de choses ont changé, et en fait, ce sera certainement un film avec ces mœurs qui ont évolué. Et donc le film sera certainement très différent que celui qui a été fait en 1937. Mais je pense que l'encre n'a pas fini de couler sur ce sujet. On retrouvera aussi Lilo et Stitch en live, un choix qui s'explique notamment avec l'engouement des kidultes dont Virginie parlait tout à l'heure autour de la peluche Stitch. C'est une des peluches les plus vendues dans les Disney Stores. Il y a un réel engouement autour de ce personnage qui parle beaucoup aux adultes dans le dessin animé. Et donc, du coup, Disney va lancer le film live Lilo et Stitch. Donc, une occasion de faire encore des pop-up stores et plein de choses qui accompagnent la sortie du film. On reste dans les live action, mais cette fois-ci, on va aller du côté de chez DreamWorks. On retrouve en juin Dragon. Et ne l'oublions pas, Dragon en animation, c'est une franchise qui a été une franchise très rentable et qui a dépassé les 1,5 milliard de dollars sur l'ensemble de ces 3 films, donc de 2010 à 2019. Ce qui explique pourquoi là, on retrouve aujourd'hui un live action. On retrouvera toujours dans les films d'animation Zootopie 2 qui sera en salle en novembre. Et ensuite, Pixar nous emmène dans un nouveau monde qui est le monde de Elio, où le studio nous continue dans sa quête d'identité, d'acceptation de soi, d'imagination. Pixar continue sa tradition de mêler habilement humour et profondeur, comme on a pu le voir dans Vice Versa, dans Lao ou encore dans Coco. Le studio prend vraiment à cœur sa fonction d'éducateur pour accompagner les enfants dans un épanouissement personnel et pour leur apprendre à grandir sereinement et à découvrir toutes ces nouvelles choses qui s'offrent à eux. Ah, attendez, parce que ma souris. Ah. Au niveau des sorties films d'animation, on retrouvera donc les Schtroumpfs, Paddington au Pérou et puis notre célèbre éponge carrée, Bob l'éponge, en fin d'année 2025. On va maintenant passer aux côtés des séries. Donc, la célèbre fille de la famille Addams, qui est mercredi, elle continue son ascension avec une saison 2 qui arrivera en 2025, sachant que la saison avait explosé les compteurs d'audience en 2022, avec plus de 341 millions de visionnages lors de la première semaine, qui était un très très bon démarrage. Toujours dans l'univers fantastique, on reste sur Stranger Things qui va sortir sa 5e et dernière saison. L'occasion, encore une fois, de refaire pop-up store, expérience immersive, comme avait pu être fait à Paris au moment de la sortie de la saison 2. La série Alien va voir le jour, qui est un remake du film de Ridley Scott, qui a déjà 45 ans, donc comme quoi on aime bien faire du jeune avec du vieux, hein. Mais ce n'est pas le seul projet de remake parce qu'en effet, Disney va reprendre la série Daredevil qui avait été commencée en 2015. On n'oublie pas
notre petit Gaulois préféré, étant donné que Astérix Obélix, le combat des chefs, sera diffusé sur Netflix en 2025. Et bien évidemment, la série est réalisée par Alain Chabat. Et en 2025, ce sera aussi les 60 ans d'Idéfix et aussi la sortie d'un album qui sortira le 23 octobre 2025. Donc, je ne me mouille pas trop en disant que l'année 2025 va être assez sympathique pour Astérix. On va dépasser un petit peu le programme 2025 pour parler du programme 2026, 2027 et plus, parce que le Warner a donc annoncé dernièrement la sortie de la série Harry Potter, qui va compter 7 saisons. Aujourd'hui, le casting n'est pas encore défini, mais ce qui est certain, c'est que Daniel Radcliffe va devoir laisser sa place, parce qu'il ne peut plus jouer un enfant de 14 ans. Les premières images ont déjà vu le jour et on peut remarquer un changement d'univers, de logo, ce qui implique des nouvelles chartes graphiques, des nouveaux produits qui vont envahir, c'est sûr, les points de vente au moment de la sortie de la série. Nous allons maintenant parler des anniversaires parce qu'en 2025, il y a plusieurs franchises populaires qui célèbrent leurs anniversaires importants. On va commencer avec Baby Shark et Miraculous qui fêtent leurs 10 ans. Ensuite, on a One Piece et Dora l'exploratrice qui fêtent leurs 25 ans. Retour vers le futur, ce sera les 40 bougies cette année. Et les Dents de la Mer atteint son demi-siècle, un jalon significatif pour ce classique qui va certainement prévoir des animations et des mises en avant pour fêter ça en grande pompe. Du côté des jeux, on n'oublie pas Hasbro parce qu'il va fêter les 60 ans de Barrel of Monkey, du Docteur Mabou, du Spirographe et de Trouble. Et puis, bien évidemment, les doyens de l'année 2025, c'est donc Monopoly et Elvis Presley. On attend de voir ce qu'ils vont nous faire. On va parler maintenant des parcs à thème, des expériences immersives, de tout ce que les marques vont mettre en place en plus de leur stratégie en règle générale. Donc, l'univers de l'expérience continue de croître. On le voit bien avec Merlin Entertainment qui a annoncé qu'ils allaient faire des espaces Minecraft dans leur parc d'attractions. Donc, c'est vivre au-delà du jeu vidéo, comme le parc Spirou qui a annoncé qui va accueillir Naruto. Et ainsi, le parc va accueillir des nouveaux visiteurs, des adolescents passionnés et des adultes passionnés par la culture japonaise et manga, alors que ce parc avant était dédié aux BD franco-belges. Il y a aussi le parc d'attractions Dragon Ball. Donc, toutes ces attractions montrent qu'il y a un réel engouement de vouloir venir vivre dans la série ou dans le jeu vidéo qu'on apprécie. Et les expériences immersives ne s'arrêtent pas là. On en compte aujourd'hui plus de 200 en Europe et à peu près 60 en France. On retrouve forcément la célèbre expérience Friends, qui est encore à Paris. Après, on peut se plonger dans la peinture avec de Vermeer à Van Gogh, à l'Atelier des Lumières. On peut vivre les aventures de Jules Verne ou encore assister à l'exposition d'Astérix, qui est une exposition immersive. Et c'est une tendance vraiment qui ne cesse de grandir parce qu'on a des nouvelles technologies qui permettent de mettre le consommateur au cœur de la marque et puis aussi de créer de nouveaux produits qui vont faire le plaisir des plus grands et des plus petits. Et donc, voilà. Et donc, c'est formidable parce que 2025, on a d'un côté des consommateurs qui aiment les expériences immersives, qui parlent de Bitcoin, qui parlent de crypta, qui s'intéressent sur la nouvelle technologie. Et au cinéma, on retrouve des films qui ont été écrits en 1937. Donc, la nostalgie est toujours dans le cœur des consommateurs, ça c'est certain. Je vais relaisser la parole à Nathalie. Voilà, je vais relaisser la parole à Nathalie. Et ben voilà, on va peut-être réouvrir les micros d'ailleurs de chacun. Alors, on me glisse dans l'oreillette qu'en 2025, il y a aussi l'anniversaire de Molang. On l'a oublié. Mille excuses aux images. Voilà, je pense qu'on en a oublié beaucoup de toute façon.
Mais voilà, l'oreillette a fonctionné, c'est bon, Alex. Voilà. Eh ben, écoutez, nous, on a prévu un petit quart d'heure de questions-réponses, d'informations, de demandes, de discussions. On veut savoir si ce genre de conférence vous intéresse. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse d'autres dans l'année, qu'on se donne des rendez-vous comme ça je ne sais pas, peut-être pas toutes les semaines, il ne faut pas exagérer, mais de temps en temps, pour vous délivrer, nous, ce qu'on a identifié. Voilà, on veut bien vos réactions à chaud et voilà. Et s'il n'y en a pas, ben, tant pis. Allez. Après, si vous ne voulez pas prendre la parole, vous pouvez tout à fait mettre dans le chat ce genre de choses. Il n'y a aucun problème. On ne va pas vous forcer à parler ou quoi que ce soit. C'est ça, est-ce que le contenu est utile pour vous? C'est intéressant de le savoir. Voilà, pour réorganiser aussi, réorchestrer, réorienter, c'est important. Je vais remercier quand même, pendant que chacun réfléchit, eh ben, en fait, les entreprises avec lesquelles on arrive à faire pas mal de veille et qui sont nos partenaires. Donc, on a Junior City, on a Circana, bien sûr, et puis d'autres titres comme Multimédia La Une, qui travaillent sur le monde du multimédia. Voilà, donc c'est vraiment des entreprises vers lesquelles on puise et qui sont nos partenaires. Je n'oublie pas Brand Trends, évidemment, on sollicite assez régulièrement également. Moi, je vais vous mettre mon mail dans le chat. Là, je vous le colle direct. Comme ça, si vous avez des demandes, vous voulez en savoir plus aussi sur le studio, comment on peut vous accompagner ou autre, ben, avec plaisir pour faire un appel, voilà, découverte quand vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Je prends toutes les demandes entrantes. Oh. Même les critiques. Ah oui, surtout les critiques d'ailleurs. Bon, ben, alors, je ne sais pas si tout le monde a accès à la conversation. Oui, je pense. Bon, Oui, ben, oui. dans l'ensemble, vous êtes contents, hein. Ça, c'est sympa. Voilà. Effectivement, l'anniversaire des 25 ans de One Piece, c'était cette année. Enfin, j'avais marqué sur le temps fort et Charlotte, je pense que c'était sur ta présentation, tu les as marqués pour là. Mais c'était 2024, les 25 ans. Autant pour moi. À renouveler. Mais très intéressant à renouveler. Bon, ben voilà, ben vous êtes contents alors. Mais on voit pas vos têtes. Sabrina, tu as eu l'œil, hein. Tu as vu qu'on s'était planté. Ouais. Bah, normal, hein. Oui, à renouveler. Bon, ben super. Écoutez, nous, je vois que visiblement, en tout cas, ceux qui ont trouvé ça pas terrible ne le disent pas, ou ils sont déjà partis, et c'est pas grave. Vraiment, il en faut pour tous les goûts. Nous, on a pris un vrai plaisir à préparer ça, à se dire qu'on allait partager un peu nos insights, et c'est sympa de savoir que c'est apprécié. On a dû être assez clair parce qu'il n'y a pas de questions. Hein, donc ouais, ça, c'est classique. C'est super. Bon, eh ben, écoutez, on va vous laisser aller déjeuner, hein, je pense. Petit apéro. Et on se... Quoi? Il est 12h12, hein. Il est 12h12. Oui, non, mais moi, là où je suis, il est 13h12. J'avais oublié. Pardon. Et en tout cas, on a créé pour la première fois ce webinaire. Ça nous a boosté, ça nous a fait réfléchir et ça nous a fait nous positionner par rapport au marché. Et moi, je suis ravie de notre exercice. On va s'envoyer des fleurs. Non, mais en tout cas, merci à tous. Hein. C'est vrai que... Ouais. Merci beaucoup d'avoir été là. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne fin d'année pour ceux avec qui on n'est pas en contact et aussi aux autres. Bonne fin d'année à tous, effectivement, parce que ça va approcher vite. Donc, un autre temps fort, Noël. Voilà. Oui. On analysera donc sûrement au prochain webinaire. Voilà. C'est parti. Voilà. Eh bien, écoutez, bientôt. merci beaucoup. Merci. À très vite et bon courage en France avec le temps pourri. Et nous n'avons toujours pas de Premier ministre?
Est-ce que quelqu'un a regardé? Non? Je pense que lundi, ça sera bien. Au revoir.